qu'il faut faire une petite distinction entre deux choses dans le libre. Il y a d'abord le fait que le programme en lui-même est libre. Ça veut dire que n'importe qui peut utiliser le programme, le retravailler, s'en servir, le modifier, etc., etc. Ça, c'est une forme de libre. Et puis, il y a l'autre libre qu'on confond souvent avec gratuit, qui est des logiciels libres d'utilisation. C'est pas la même chose. Alors, on pourrait en parler, mais moi j'aurais un petit bémol à apporter à ce truc. Mais d'abord, je vais présenter les 4 libertés, mais on pourra parler de ce point aussi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Stallman insiste sur le fait que quand on dit logiciel libre, c'est pas libre au sens de gratuit, c'est libre au sens de libre selon les 4 libertés que je vais présenter maintenant. Mais pas parce qu'en anglais c'est free software et free on a l'impression que c'est gratuit. Mais en fait non, c'est free libre software. Voilà. Effectivement, merci Eric. Oui. Ensuite, tout dépend si on parle de l'utilisation d'un logiciel ou l'accès libre au programme en lui-même de pouvoir le modifier. D'accord. Donc j'en étais où? Oui. Donc je disais qu'il y avait 2 cas, soit c'était le programme qui nous contrôlait, soit c'était nous qui contrôlions le programme. Quand c'est nous qui le contrôlons, le logiciel est dit libre. Quand c'est le contraire, le logiciel est dit propriétaire, voire même privateur, pour insister sur la notion de privation de liberté. Pour que le logiciel soit donc considéré comme libre, il faut qu'il respecte les 4 libertés fondamentales selon Richard Stallman. Alors, la liberté 0, donc il l'a nommé comme ça, 0, 1, 2, 3, la liberté 0 consiste à pouvoir simplement exécuter le programme tel qu'il est quand on le veut. La liberté 1 consiste à pouvoir changer le code source du programme pour pouvoir exécuter une version modifiée qui obéit à ce que nous on veut comme modification dans le programme. Sauf que la plupart des gens ne savent pas programmer et on peut pas leur reprocher. Et pourtant, ils méritent bien eux aussi d'avoir le contrôle sur leur programme, le programme qu'ils utilisent. Et donc, un moyen simple de faire ça, c'est qu'ils aient le contrôle collectif sur leur programme. Et donc, en ayant confiance dans d'autres programmeurs, en formant des communautés, etc. Et donc, il y a 2 libertés autres qui découlent du coup de ça. La liberté 2, qui consiste à pouvoir distribuer des copies exactes du programme à qui on veut. Et la liberté 3, qui consiste à pouvoir distribuer des versions modifiées du programme à qui on veut. Donc ça c'est l'aspect communautaire et le contrôle collectif. Voilà. Donc, à propos de... oui, la petite remarque à propos de la version du fait que les logiciels libres sont gratuits ou pas, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je me dis que si jamais on vend un programme, on limite légèrement quand même la liberté numéro 0 qui consiste à pouvoir exécuter le programme. Parce que les gens qui l'ont pas, ok, quelqu'un pourra l'acheter et leur donner, mais c'est un tout petit peu moins accessible que s'il l'avait sans avoir à le payer. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le commerce en soi est un frein assez relatif, bon, pas forcément énorme, mais un frein quand même à la liberté numéro 0. Attends, pardon, mais un logiciel libre, par définition, ne se vend pas. Ah si, on peut le vendre, on a le droit. Non, un logiciel... Ah bah si il se vend, c'est pas un logiciel libre. Pourquoi? Parce que un logiciel libre, ça se vend pas. Framapad, Wiki ou n'importe quoi, c'est des logiciels libres. Google, Linux, c'est un logiciel libre. Il a jamais été question de le vendre. Si tu dois l'acheter une version, pose-toi des questions, quoi. Moi, vers 2003, j'ai déjà acheté Linux. C'était la Mandrake 8 quelque chose, et c'était. Mais c'était comme ça pour tout le monde, hein, c'est-à-dire Linux gratuit, Linux libre. Mais après, quand t'allais te le procurer, des fois, on te disait bon, faut payer un petit peu. Oh, c'est quoi ce délire? C'est la première fois de ma vie que j'entends que Linux est payant. En tout cas, c'est selon Stallman et selon tous les partisans du libre, il n'y a aucun problème à vendre un logiciel libre. C'est totalement compatible, voilà. Il insiste vraiment sur libre, c'est pas gratuit, libre c'est libre, mais moi je trouve que le fait de vendre le logiciel, il y a quand même un tout petit peu de diminution de la liberté numéro 0, c'est-à-dire le fait de pouvoir exécuter le logiciel. Si on n'y a pas accès et que seuls ceux qui sont riches y ont accès et que les riches ils veulent pas nous donner de copies librement, on pourra pas l'exécuter.
Enfin voilà. Ça c'était un tout petit bémol de ma part. Monsieur Eric, allô, Oui, allô? Oui, voilà. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Un logiciel, il est libre, on ne le paye pas. Hein. bah oui, c'est. Mais malheureusement, à Nice, c'est la ville des baiseurs et des baisers. Hein. Non, mais À c'est Lyon, la je ne première sais fois de ma pas. Hein. vie. J'ai 50 ans, ça fait 30 ans que je fais de l'informatique. C'est la première fois que j'entends parler de vendre des logiciels libres. Exactement. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis à Nice. Et après, voilà. Donc, s'il est libre, il est libre. Hein. Si on Ah dit on oui. peut rentrer, je suis pas fini encore. Il est libre, il est libre. Hein. Après, bon, je vais passer la parole. Qui c'est qui veut s'exprimer? Il y a Monsieur Alessio qui veut s'exprimer. Allez! Bonsoir, moi c'est Alessio, j'ai 45 ans et j'ai déjà assisté à des conférences très pointues sur la notion de logiciel libre et il me semble que ça allait dans le sens de ce que dit Roman, c'est-à-dire que paradoxalement, ça contemple la possibilité de modifier et revendre. C'est à un autre niveau qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses. Enfin, dans mon souvenir, la question du droit des logiciels est très complexe et cette idée populaire sur laquelle le logiciel libre égale gratuit est imprécise, il me semble. Il y a effectivement une notion de copyright, ce qu'on appelle d'ailleurs des copyleft, mais ça engendre pas la vente. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est très difficile de vendre le logiciel libre. C'est quand même fait de telle manière à ce que ce soit très difficile, puisque n'importe qui se le procure peut le donner gratuitement. Du coup, ça tue le commerce. Mais quand même, la Free Software Foundation insiste toujours pour dire on a le droit de le vendre, c'est important, voilà. À toutes les conférences de Salman, hein, il suffit d'en regarder une. Direct, il commence par ça, par dire libre ne c'est pas égal à gratuit, etc. Enfin bon, c'est juste un. Est-ce que je peux comprendre que Stallman c'est le dieu du libre, que Stallman c'est celui qui a inventé les droits du libre? C'est celui qui a écrit la GPL, qui a initié le projet Free Software Foundation. Donc, enfin, en tout cas, il a initié. Donc maintenant, c'est pas le seul représentant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ce monde. C'est quoi la GPL? Oui, c'est quoi la GPL? Je vais en parler juste après, en fait. Alors, GPL, c'est General Public License, mais je vais en parler. Du coup, je continue. Donc, je disais, alors les logiciels donc privateurs de liberté, les logiciels propriétaires, ont tendance assez systématiquement à abuser de leur pouvoir en ajoutant des fonctionnalités malveillantes à leur programme. Une des choses malveillantes qu'ils font le plus souvent, c'est d'espionner en recevant des informations régulières. C'est discret, ils peuvent le faire assez massivement. On a aussi souvent des fonctionnalités destinées à empêcher l'utilisateur de faire quelque chose avec le logiciel. Par exemple, avec les DRM. Par exemple, on empêche de lire un document avec un autre programme que le programme officiel, qui, comme par hasard, évidemment, contient un logiciel espion. On a aussi souvent des portes dérobées qu'on trouve dans les logiciels privateurs. Dans la plupart des grands programmes privateurs, on en trouve, dans les systèmes d'exploitation privateurs. Donc ça, c'est une porte dérobée, ça sert pour l'entreprise à pouvoir prendre le contrôle de l'ordinateur grâce à ce logiciel qui est installé. On a par exemple Amazon qui a à plusieurs reprises supprimé à distance des livres électroniques sur la liseuse Kindle de ses clients grâce à une porte dérobée, massivement. Un fait assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en 2009, Amazon avait massivement fait supprimer le livre 1984 de George Orwell. C'est marrant, non? On trouve même parfois ce qu'on appelle des ports dérobés universels. Alors, universel, c'est qui permet de faire télécharger à la personne n'importe quel programme et de le faire exécuter sur sa machine. C'est-à-dire qu'on peut lui faire exécuter n'importe quoi, pas simplement en prendre le contrôle et être limité. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Microsoft a avoué que Windows en avait un, mais en fait, la plupart des OS privateurs, des systèmes d'exploitation privateurs en ont, y compris les smartphones, dont le constructeur peut prendre le contrôle à n'importe quel moment. Il peut transformer n'importe quel smartphone en objet qui écoute ce qui se passe dans la pièce et qui envoie les données au constructeur, par exemple. On s'en rend pas forcément compte, d'ailleurs, mais les smartphones ne peuvent pas être éteints. En tout cas, par l'utilisateur. Techniquement, ils peuvent être éteints, bien sûr, mais le bouton éteindre fait ce que la personne qui a programmé
le smartphone veut. Donc si elle veut pas que ça s'éteigne, bah ça s'éteint pas, ça éteint l'écran, mais ça s'éteint pas par exemple. D'ailleurs, je ferai remarquer aussi que de plus en plus les batteries sont soudées. C'est-à-dire on peut même pas enlever la batterie, donc on peut même pas un smartphone qu'on a, on peut même pas être sûr qu'il soit éteint quoi. Sauf à le détruire, c'est de pire en pire. Donc voilà. Alors, pour créer un environnement favorisant la liberté dans le monde informatique, Richard Stallman a initié en 1984, avec d'autres programmeurs, le projet GNU, qui était un projet de système d'exploitation libre, en fait. Et en 1991, donc jusqu'ici il était incomplet, mais en 1991, il y a Linus Torvalds qui a créé le noyau pour ce projet, et il a appelé Linux, en l'honneur à Linus, son prénom. Et du coup, on a eu la naissance de GNU Linux, appelé à tort Linux, juste Linux, par le grand public. Parce que quand on l'appelle Linux, on crédite seulement Linus Torvalds, et du coup on oublie le projet GNU. Il faut l'appeler GNU Linux. En plus du projet GNU, Stallman s'est intéressé aussi à l'aspect juridique, en utilisant le droit d'auteur, et a créé la licence donc GPL, General Public License. Donc cette licence, c'est une licence de type copyleft, par opposition à copyright, c'est un jeu de mots en fait. Littéralement, gauche d'auteur au lieu de droit d'auteur. Donc la particularité, c'est qu'elle est contaminante. C'est-à-dire que si on utilise un projet sous cette licence pour en développer un autre modifié qu'on veut ensuite distribuer, eh ben on devra forcément le distribuer lui aussi sous cette même licence libre. On n'a pas le choix. Et l'idée derrière cette pratique, c'est d'éliminer à terme le logiciel propriétaire, privateur, perçu comme un danger pour la liberté de manière générale. À force de contaminer, comme ça, les gens, il leur restera plus rien comme brique à utiliser dans leur logiciel, du coup ils seront obligés de faire du libre eux aussi. Et parallèlement à Stallman et à la Free Software Foundation, au mouvement du logiciel libre que je viens de décrire, il s'est développé un autre mouvement qui s'appelle Open Source, et qui ne s'intéresse pas à la liberté ni à l'éthique, comme celui du logiciel libre, mais plutôt simplement au côté pratique, à l'aspect efficacité du logiciel à code ouvert. Les licences que soutiennent ces gens ne sont pas contaminantes, mais à l'inverse sont permissives. Elles permettent à tout le monde d'intégrer des projets sous ces licences dans des projets libres comme dans des projets privateurs. C'est-à-dire, ils peuvent le prendre et en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent le mettre dans des projets propriétaires, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de contamination. Évidemment, les entreprises, les grandes entreprises, les médias, etc., favorisent surtout l'utilisation du terme open source et rarement le terme logiciel libre. J'ai juste un peu perdu pied. Tu pourrais reprendre les dernières choses, pardonne-moi, j'ai un peu décroché. À partir de le mouvement du libre et le mouvement open source, c'est ça? Oui, alors le copyleft, voilà, l'idée c'est d'éliminer le logiciel privateur. Le mouvement open source, c'est aussi du code ouvert, donc de la même manière, mais par contre l'idée c'est pas d'éliminer le logiciel privateur, c'est d'être un peu neutre. Du coup les licences elles sont permissives, c'est-à-dire que avec ces licences, tu peux prendre le code qui est sous cette licence et en faire ce que tu veux. Tu peux le mettre dans un nouveau logiciel libre, ou dans un nouveau logiciel propriétaire. Alors qu'avec les logiciels copyleft, si tu utilises un truc qui est sous copyleft, ton nouveau projet ne pourra que être lui-même copyleft. Il pourra pas être privateur, parce que c'est interdit par la licence, la liste. Elle a dit, c'est l'exemple de OpenOffice. Alors, OpenOffice, je sais pas quelle est sa licence, mais je doute très 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 fortement que ce soit copyleft. Je pense que ce n'est pas copyleft. Il est gratuit. Le fait qu'il soit gratuit, ça change rien du tout, hein. Il me semble qu'il est open source, mais ça m'étonnerait qu'il soit de type GPL. Mais je peux me tromper. On télécharge et on l'utilise effectivement. Alors c'est pas le fait de payer, c'est le fait d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut avec le code. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est pas une question de gratuité. C'est quelque chose que toi et moi on peut voir. Pour toi et moi, logiciel libre et gratuité, c'est la même chose. Vu que toi et moi, on ne sait pas programmer les logiciels, et pour des citoyennes et citoyens qui seraient en mesure de faire des choses informatiquement, de créer, là, il y a une différence supplémentaire qui peut intervenir, que toi et moi, on ne voit pas.
nous on n'y voit que du feu. S'il est open source, le traitement de texte, pour nous il est gratuit, on peut le prendre librement d'internet. Mais il se pourrait que si on essayait de le modifier, on s'aperçoive ils ont mis derrière un blocage juridique ou autre tel que on peut pas faire. Donc c'est à ce niveau auquel toi et moi on n'a pas accès que des choses intéressantes. D'accord, mais chacun de nous, il va utiliser ça qu'il a besoin dans un domaine comme ça. Moi, je dois faire une lettre ou une chanson, je vais l'utiliser, donc je ne paye pas, je télécharge, j'utilise, donc c'est libre. Après, je sais pas moi les choses qu'il faut payer ou rémunérer. Si je vais acheter un logiciel qui est payant, je suis conscient, mais moi je dis va fanculo l'argent et l'autorité, hein. Parce que on est tous piégés par l'argent et l'autorité. Il y a des gens dessus de nous qui, voilà, ils nous mettent dans ces cases psychologiques, l'argent et l'autorité. Et là, il n'y a plus de liberté. Voilà, je passe la parole à qui a envie d'intervenir. Oui, Eric, c'est toujours là? Allô? Oui. T'as mis un truc en commentaire, t'as mis Wikipédia. La commercialisation des logiciels libres est possible, mais la liberté numéro 2 en interdit l'exclusivité. Oui, effectivement, c'est ça. Cette caractéristique rend délicat le retour sur investissement financier pour les développeurs du logiciel par la vente du logiciel. Autrement dit, les logiciels libres ne permettent pas la rétribution directe des auteurs. C'est pour cette raison que ces derniers se tournent souvent vers la vente de services associés à l'utilisation du logiciel. Voir l'article consacré aux sociétés de services. Voilà, effectivement, le modèle commercial derrière le logiciel libre, c'est très rarement, voire quasiment jamais, le fait de le vendre. Mais philosophiquement parlant, en tout cas, le mouvement Free Software Foundation, philosophiquement parlant, il dit il y a aucun problème à vendre, même si pratiquement ça sert quasiment à rien. Et il dit il y a aucun problème avec la revente. Mais oui, effectivement. Alors après, voilà, il y a encore une petite partie. Donc Stallman soulève aussi d'autres problématiques plus générales liées à la dictature qui pourrait s'installer à force d'avoir des ordinateurs partout. D'ailleurs, quand on avait fait l'atelier sur Benjamin Bayard, on avait aussi Benjamin Bayard qui tenait à peu près le même discours. L'État et les grandes entreprises collectent de plus en plus de données sur nous et cherchent en permanence à nous identifier dans toutes nos actions. Eh oui. L'utilisation des logiciels libres, bien sûr, est une solution à certains problèmes, en particulier les périphériques, par exemple, qu'on utilise. S'ils ont un logiciel libre qu'on contrôle individuellement ou collectivement, bah a priori on le contrôle, c'est pas eux qui nous contrôlent. Mais à partir du moment où il y a un périphérique qu'on utilise qui envoie des données vers un serveur distant qu'on ne contrôle pas, là c'est un problème. Parce que même si on maîtrise le code qui est sur le périphérique, on maîtrise pas le code qui est sur le serveur distant. Et le fait de nous promettre qu'il y a un logiciel libre qui tourne dessus, ne nous avance à rien du tout. Parce que l'instant d'après, l'instant d'avant c'est un logiciel libre, l'instant d'après c'en est pas un. Si on n'a pas la main sur le serveur distant, il peut y se passer tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça peut être un ordinateur qui tourne, ça peut être des êtres humains qui font les calculs, on peut pas le savoir, on peut rien savoir du tout. C'est l'aspect libre, pas libre, s'applique pas au serveur qu'on contrôle pas. Et c'est le problème qui se pose avec les SaaS, Software as a Service, où une entreprise met ses serveurs à notre disposition pour qu'on lui envoie nos données et les traite, puis nous les renvoie. Elle nous rend un service. Et la seule solution à ça, c'est de ne pas utiliser de SaaS. Donc les software as a service, c'est par exemple Google qui nous rend un service, Facebook qui nous rend un service, etc. Ils centralisent tout et après c'est un gros problème pour nous parce qu'on ne peut pas savoir ce qui tourne sur leur serveur, on le maîtrise pas. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que c'est leur serveur, c'est eux qui maîtrisent, c'est la liberté. Mais c'est un problème pour nous qui utilisons ce service-là. Une solution pour régler le problème des services trop lourds pour tourner sur un simple ordinateur, parce qu'il y en a, c'est d'utiliser des formes de mutualisation décentralisée. Par exemple, avec la blockchain, ou des solutions de ce genre-là.
où il n'y a pas une entité centrale qui contrôle tous ces ordinateurs et chez qui on va et qui fait ce qu'elle veut. Juste répéter comment ça s'appelle la solution, c'est Une des solutions, socialisation. Une des solutions, c'est d'utiliser des services décentralisés. Par exemple, la blockchain. J'ai dit mutualisation décentralisée. Oui, c'est l'idée, hein, c'est pas. Et d'ailleurs, plus généralement, on peut poser le problème des objets connectés comme les voitures autonomes, par exemple. Vous savez que les voitures autonomes, ça arrive aux États-Unis, etc. Bientôt, ce sera chez nous. D'ailleurs, ça commence déjà à être chez nous. Elles vont être connectées à un point central qui la coordonne, forcément, pour qu'il y ait moins d'accidents, etc. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui empêchera un jour qu'on rentre dans notre voiture et que plutôt que d'aller là où on lui a demandé, elle nous emmène au centre de déradicalisation et de torture secret de l'État? Je pose la question. Voilà, c'est tout. Des gens qui veulent intervenir? Monsieur Eric, moi c'est Michel, j'ai 58 ans bientôt, donc ça veut dire que d'une façon ou de l'autre, on a toujours un intérêt envers les autres. Personnellement, Oui. moi je pense qu'on ne doit pas avoir d'intérêt au niveau humain, comment on peut dire, vous êtes à Lyon, vous avez une dimension différente que la nôtre, nous à Nice. À Nice, c'est la ville de l'argent. Oui. Je t'entends très mal. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ça va là? Oui, ça va mieux là. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Oui, ça va Ma mieux. chandelle est morte, je ne peux de feu. Voilà, c'est la chanson. C'est une chanson très profonde, ça, si on peut la comprendre. Comme me disait Monsieur Romain, les logiciels libres ou pas libres, malheureusement, on fait un cadeau. Après, on ne sait pas si le cadeau il est bon ou il est empoisonné. Parce qu'on peut avoir des cadeaux qu'il y a du poisson dedans, c'est pour, hein, voilà. Donc, moi, je dis vive la liberté, hein, vive la France. Qui c'est qui veut intervenir? Moi, j'ai fini, pour le moment. À vous la parole, alors, monsieur Eric. En vérité, j'ai pas tout bien compris ce que t'as dit, ça a pas mal lagué. Vive la liberté, vive la France, je trouve que c'est une équation très... Enfin, je trouve pas qu'en France, c'est un pays de la liberté. Sinon, il n'y aurait pas le 49.3, par exemple. Alors évidemment, hein, on est beaucoup plus libre qu'à plein d'endroits, mais de là à dire qu'en France, on est libre, ça me fait bien rigoler. Mais après, c'est vrai qu'on est quand même mieux en France qu'en Roumanie, par exemple. Ouais, je reviens sur l'intervention de Roman parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout de la partie. Il y a une grande part qui est un peu du chinois, ne serait-ce qu'avec les anglicismes. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aurais besoin de savoir dans ma vie quotidienne avec mon outillage informatique, smartphone, concrètement, qu'est-ce qu'il y a de possible pour des non-initiés, pour limiter ou pour développer une plus grande liberté justement. Pour des noms, tu vois, bon, t'es informaticien, tu bidouilles, ça va, mais si moi je suis dans la catégorie des nuls dans ce champ-là, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Alors, c'est Alessio, avant que Roman réponde, pardon, je suis dans la même catégorie que toi, mais pour avoir fréquenté des gens militants électrosensibles ou autres qui se posent des tas de questions sur le portable, comme l'évoquait Roman, je crois, la première des choses, c'est de te procurer un portable ou smartphone qui ait une batterie qui s'enlève. Si un de tes problèmes est cette possibilité avérée que, alors même que tu crois avoir éteint ton téléphone, en fait, il marche d'une manière ou d'une autre. L'autodéfense habituelle, c'était d'enlever la batterie. Avec ça, on était certain que le téléphone était inactif pour quelque usage que ce soit. Et ça peut être te faire écouter ou émission de radiation ou géolocalisation. Voilà, du moment que ta batterie est... Bon, voilà, c'est ce qui me viendrait, mais je ne connais pas. Florence. Oui, c'est juste un mot là-dessus, une autre possibilité, parce que je crois au collectif des sans-papiers, on laissait les portables dehors, quoi. On les emmenait pas dans la salle, tout simplement, parce qu'effectivement, on avait toujours un doute. Voilà.
Eh ben, vous avez raison d'avoir un doute. Parce que justement, à peu près tous les portables, d'ailleurs le portable que j'ai dans ma poche là, qui est connecté en plus à Internet, n'importe qui, enfin, une agence gouvernementale pourrait demander à l'entreprise qui le fabrique et nous écouter en ce moment même. En fait, on peut absolument pas l'empêcher, sauf comme il a dit, si on enlève la batterie ou si on le détruit ou si on le laisse. Voilà, c'est ultra grave. Et à la question que font les informaticiens, je sais pas, il y a peut-être des informaticiens très très forts qui font quelque chose. Moi, je fais de l'informatique, je fais rien du tout. Je suis écouté et c'est tout. Ou alors, sinon, je vis sans smartphone, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je sais pas, à ma connaissance, il n'y a pas de smartphone qui ait pas ce problème-là. Vu que les constructeurs collaborent tous, on peut pas lutter contre des constructeurs. Ils sont propriétaires de l'usine. On peut pas nous-mêmes fabriquer des usines pour fabriquer des téléphones. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Richard, tu voulais dire quelque chose, pardon? Eric, oulala, je suis fatigué. Eric, tu voulais dire quelque chose? Sinon, j'allais ajouter quelque chose. En fait, j'ai pas vraiment compris la question. Je crois qu'elle s'appelle Florence. J'ai pas bien compris sa question, en fait. Florence ou Marilus, d'abord? Je ne sais, la fille qui a parlé, là, je sais pas si elle... La dernière ou la première? La première, hein? Ah ouais. Oui. Elle disait qu'elle y connaissait rien du tout en informatique et que elle savait pas comment faire pour avoir des informations plus fiables, si je comprends bien, pour savoir comment se débrouiller dans ce monde bizarre, quoi. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. J'ai tellement rien compris. Je crois que c'est l'idée, c'était comment éviter qu'on fasse des choses contre son gré, je crois. Mais je lui passe le micro pour qu'elle reprécise. Ouais. Oui, c'est à peu près la question que j'avais posée, que tu as reformulée, Eric, mais c'était pas spécialement pour les smartphones. Hein. J'ai bien compris que la batterie amovible, c'était préférable, mais c'est plus par rapport aux ordinateurs. Hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et qu'on n'est pas très au fait de tout ça, comment on peut se débrouiller? Voilà, c'était ça ma question. C'est bien ce que j'avais compris. Il existe, j'ai oublié le terme, ça s'appelle laboratoire ou je sais plus quoi. C'est des jeunes passionnés qui montent une espèce d'association, il y en a dans toutes les villes, et qui vont te former sur l'informatique, sur plein de choses gratuitement, et qui vont même te mettre à disposition des ordis, etc., etc. Ils vont faire plein de choses. Il y en a très certainement à Nice. Je suis en train de le chercher là tout de suite. Je me permets de reprendre le micro une seconde. Pour ce qui est de deux choses, donc les téléphones portables et les ordinateurs, si je suis pas complètement à côté de la plaque, ce qui est possible. Pour les téléphones portables, une chose qui était avancée ici à Mutbounis dès le début par certaines personnes, du temps où nous étions nombreux et nombreux, c'est l'idée qu'il existe des fabricants on va dire écologique de téléphone dans les pays scandinaves, je crois. Il y a un téléphone qui coûte très cher, mais tel que on peut en changer les pièces au lieu que d'avoir à changer très fréquemment de téléphone. Mais ça ne touchait pas du tout la question des actions à distance par des tiers, vu qu'on parlait un tout petit peu de ça là. Donc ça ne répond pas à cette question-là de ce soir. C'est-à-dire on peut faire des... Bon, voilà. Et pour ce qui est des ordinateurs, si je comprends la question, encore une fois, je suis peut-être à côté de la discussion, mais dans un esprit un peu paranoïde, autodéfensif contre des actions, encore une fois, non désirées et non détectées de tiers, le truc de base sur un ordinateur, c'est de désactiver la Wi-Fi, de mon point de vue, de n'avoir être connecté sur Internet que par câble et en dehors de tout usage, de débrancher le câble. Encore faut-il être sûr qu'il n'y ait pas moyen que la Wi-Fi soit actionnée à distance ou des choses comme ça. Mais normalement, si tu débranches la Wi-Fi sur ton ordinateur et sur ta box, et par contre ta box, ça c'est par rapport, encore une fois, à la crainte mise en avant par des tas de gens. Je pense à Paul Jorion, le théoricien Paul Jorion, martèle entre mille autres choses que l'état actuel de la technologie est tel que si quelqu'un met le prix, il peut, avec le logiciel adéquat, rentrer dans n'importe quel ordinateur à peu près sans aucun problème.
Jorion, qui est l'auteur entre autres de La guerre civile numérique. Donc par rapport à ce genre de soucis-là, un chouïa paranoïde et en même temps apparemment dans l'air du temps, voilà, solution BABA, c'est de passer par une connectique traditionnelle et de la débrancher manuellement. Pour les ordinateurs portables, c'est plus compliqué. Et voilà, avec cette histoire de batterie. Maintenant, peut-être que vous parliez de toute autre chose. Je suis en train, Roman, de te mettre dans le chat 3 adresses de Fab Lab sur Nice qui devraient répondre, qui peut aider ceux qui connaissent pas grand-chose en informatique et qui voudraient savoir comment se balader un petit peu de façon plus éclairée dans ce monde. Ouais, bah, merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a des associations où des gens aident par exemple, à installer Linux. Donc, un des trucs, déjà, la base de la base sur un ordinateur. Donc, sur un smartphone, c'est compliqué, hein, mais sur un ordinateur normal, déjà, on peut installer Linux, qui est un système d'exploitation libre. Donc, déjà, on aura au moins Microsoft qui pourra pas prendre le contrôle de notre ordinateur quand il voudra. Déjà, c'est déjà un énorme bon début. Plus sous Linux, souvent, on a beaucoup de programmes libres, alors que sous Microsoft, on fait pas forcément attention, on utilise souvent des programmes propriétaires. Et ce que tu disais à Alessio, effectivement, si tu désactives le Wi-Fi, les gens pourront pas capter tes paquets en étant à côté de toi. Ces gens-là, ils pourront pas. Par contre, ton fournisseur d'accès Internet, bon, évidemment, lui, il a open bar sur tout ce que tu fais, il fait ce qu'il veut. Et si jamais tu es sous Windows, Microsoft peut, pas par le Wi-Fi, mais à travers Internet de manière générale, à travers toute la Terre, il peut venir sur ton ordinateur et faire tout ce qu'il veut. Oui, c'est par rapport à ça que je disais, peut-être naïvement, que une solution basique, c'est de ne se connecter à Internet que par câble, ce que par exemple font les gens d'une sensibilité, si j'ose dire, électrosensible, et après débrancher le câble. Par exemple, tu te couches, tu éteins ton ordinateur et tu débranches le câble de Ethernet, si c'est un câble Ethernet pour la Wi-Fi. Mais encore faut-il que tu aies confiance dans le fait que l'ordre que tu as donné d'une part à ton ordinateur en appuyant sur le bouton adéquat et d'autre part à ton modem par la commande adéquate de ne pas utiliser la Wi-Fi, donc double ordre à ton ordinateur portable, ou pas, et à ta box. Voilà, il faut que tu aies confiance en ça. Si tu as confiance en ça, après débrancher le câble, en théorie, devrait te protéger. Pas tellement contre le fait que des gens à côté aient accès, mais encore plus oui aussi, mais plus puissamment par rapport à ton propre fournisseur. Non, d'accord. Non, ça te protège uniquement contre les gens qui sont à côté de toi et qui vont essayer de capter à distance ce que tu es en train de faire, uniquement contre ces gens-là. Et juste au passage, ça n'a aucun rapport avec le logiciel libre, pas libre. Le fait que quelqu'un capte tes paquets, il peut y avoir un trou de sécurité dans ce que tu utilises, le matériel, le logiciel, etc. Mais ça n'a aucun rapport avec la liberté ou quoi que ce soit. Voilà. Je pense que ça on avait compris. La discussion avait dérivé sur autre chose, mais on est d'accord que ça n'a pas d'ordre, il me semble. Je crois que la notion de logiciel libre n'a pas été très très claire pour tout le monde, puisqu'on utilise le terme logiciel libre pour deux choses différentes. Et ça s'appelle par le même nom. Et on parle soit de l'un, soit de l'autre, avec le même intitulé, sans préciser duquel on parle. Et ça crée beaucoup d'ambiguïté, je pense. En tout cas, d'incompréhension. Bon, mais là, la discussion avait été partie dévié, librement, si j'ose dire, sur des questions de sécurité liées à la batterie des smartphones, etc. Et c'est là-dessus qu'on est un peu parti. Mais je crois que c'est quand même assez clair que ce genre de discussion, ça rentrait encore dans ta distinction qui est probablement cruciale. Mais je pense on est d'accord quant au fait que cette autre discussion sur la protection par rapport à des intrusions est indépendante de la notion de libre ou pas. Enfin, moi, il me semble.
Ah, je disais pas que c'était pas important. Je disais simplement que quand on parle là de logiciels libres, ça me semble important, au moins pour la réunion de ce soir, que chaque fois qu'on parle de logiciels libres, on parle de quel libre on parle, de quel libre lequel quoi. Est-ce qu'on parle de la programmation ou est-ce qu'on parle de l'utilisation? C'est pas la même chose. Non, je suis pas du tout en train de dire que la discussion sur la sécurité des gens, etc., les batteries et tout, c'était pas important. Non, je disais pas ça. Non, par contre, ça avait pas de rapport avec le logiciel libre, pas libre. Enfin, le fait de couper son Wi-Fi, que le logiciel soit libre ou pas, c'est pas ça. Enfin, ça n'a rien à voir. Voilà. Et juste par rapport au téléphone, donc ce que dit Richard Stallman dans sa conférence, c'est que il y a deux systèmes indépendants qui tournent sur les smartphones. Un, donc avec un processeur indépendant, etc. Un qui fait tourner le système d'exploitation, donc Android, etc. ou iOS, enfin voilà. Et un autre qui est utilisé par le modem du téléphone pour communiquer avec le réseau téléphonique. Et c'est celui-là qui a le contrôle sur l'autre. C'est-à-dire, on a beau installer quelque chose de totalement libre au niveau du système d'exploitation dans le téléphone, il y a quand même la partie qui communique avec le réseau, qui elle est totalement indépendante et à laquelle on peut pas du tout toucher parce qu'on n'a pas les spécifications matérielles, on peut pas programmer quoi que ce soit pour ça, tout est privateur, on peut rien faire du tout pour ça. Le constructeur a fait exprès de mettre tout ce qu'il veut là-dedans et en gros de mettre des portes dérobées universelles pour pouvoir faire ce qu'il veut, accéder à tous les portables quand il veut, comme il veut, et c'est un scandale. Moi, je voudrais dire un truc qui me semble important. Le logiciel libre ne rend pas libre. Tu peux mettre n'importe quel logiciel libre sur un ordinateur ou sur un téléphone. L'électronique n'est pas libre. Et on peut on peut programmer les composants exactement comme on a envie. Enfin, les boîtes, elles peuvent mettre des sniffers, tout ce qu'on veut dans les composants électroniques. Et donc, c'est ce qu'on appelle la couche basse. Et si par-dessus, tu mets n'importe quel logiciel, même un logiciel libre comme Linux ou n'importe quoi, ça ne rend pas pour autant l'ordinateur libre. À ceci près que, au moins, au minimum, on aura Microsoft qui pourra pas venir fouiller dans notre ordinateur. Ah non. Il y aura peut-être le constructeur, mais... Non, justement. D'ailleurs, il y a des failles dans Tor parce qu'on passe par les couches électroniques et donc Tor, on lui met un grand doigt dans le cul. Oui, mais du coup, c'est pas Microsoft qui va pouvoir le faire. C'est personne qui peut le faire. Bah, c'est le constructeur. Le constructeur qui a mis ces choses dans le matériel. Mais en tout cas, je voulais juste souligner le fait que c'est pas parce qu'on utilise un logiciel libre qu'on est libre. C'est juste le logiciel en lui-même qui est libre. C'est pas la machine. C'est pas l'ordinateur. Oui, d'accord. On est en partie libre seulement. Et il faudrait que les spécifications matérielles soient libres aussi. Et puis qu'on oblige les fabricants de matériel, je sais pas moi, par la démocratie, par je sais pas quoi, à faire selon ces spécifications libres-là et pas à faire ce qu'elles veulent. Eh ben, pour l'instant, ça n'existe pas. Et il y a un groupe du Parti Pirate, par exemple, et d'autres qui se battent pour ça, qui essayent de fabriquer des processeurs libres que chaque personne peut reprogrammer, parce que pour l'instant un processeur tu peux pas le reprogrammer. Et ben on essaye de faire de l'électronique libre. C'est en cours de recherche un peu partout. Il y a beaucoup de gens, des hackers qui travaillent là-dessus. Esteman, qui vient des fois sur ce Mumble, est en train de fabriquer un processeur libre avec de l'électronique libre. Et à partir du moment où on a un ordinateur qui a de l'électronique libre et des logiciels libres, là, on est libre. Mais si tu ne mets que des logiciels libres et pas d'électronique libre, ça sert à quasiment à rien. Quasiment à rien, c'est un peu exagéré, mais effectivement, il y a un gros problème qui subsiste. Eric, juste pour dire que c'est très intéressant, merci. Non, ça me paraît très intéressant, la précision que tu portes.
Bon, je voulais pas faire dévier la conversation, hein, c'est juste que ça me semblait important de le préciser, quoi. Après, Oui, non, ça paraît très intéressant. Voilà. Pardon, j'aurais une question, je suis le roi des questions naïves, ça l'est sûr. Une question naïve à te poser. Ici sur la place Garibaldi, ce qu'on avait essayé de travailler cet été, où on travaillait assez régulièrement tous les jours des trucs, on essayait de faire tous les dimanches, de faire comme thème le numérique. Et là, comme tendance qu'on avait trouvé, entre autres, c'était, enfin en gros, on avait trouvé 3 auteurs, 4. De gens parlant du numérique et problématisant de manière intéressante pour les citoyennes et les citoyens le numérique. Il y avait Jorion et Stigler d'un côté, mais sinon il y avait Pekka Imanen qui a fait l'éthique hacker, qui en gros, si on a bien compris, dit que Linux est génial, ça a de grandes répercussions politiques fabuleuses pour l'humanité. Et de notre côté, en opposition, Evgeny Morozov, qui essaye de critiquer la notion de cyberutopie et essaye de déniaiser la pensée à ce sujet. Il essaye de montrer qu'il y a plein d'embûches. Donc, j'ai une question naïve pour toi. Je sais pas si t'as des réactions là-dessus, si ça te dit quelque chose, si tu vois des ingrédients importants qui manqueraient à ce première ébauche de problématisation. non, je suis pas assez calé, désolé. Bon, excuse-moi, hein, c'est une question. Non, mais t'as bien fait de poser la question. Mais non, je suis vraiment pas assez calé dans ce domaine. J'aurais trop peur de t'envoyer sur des fausses pistes. Donc, je préfère me taire. Bon. Et merci. Ça a peut-être pas directement à voir, mais on avait fait un atelier où justement Stigler il montait une opération particulière. Je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, et où il était question justement d'avoir un usage de la collecte des données qui soit protégé de ce que tu disais tout à l'heure, de l'utilisation des données à des fins commerciales ou autres. Et je ne sais pas si quelqu'un a des infos là-dessus. C'était une façon de proposer une autre manière de mettre les données des uns des autres en commun et qu'elles soient partagées à des usages non commerciaux. Oui, mais ça, c'est le principe de la DAO. De la quoi ? La DAO. Connais pas, tu peux DAO, développer ? Decentralized, je sais plus quoi. Romain doit connaître ça. En gros, la blockchain fonctionne sur un principe de DAO. Et c'est quoi la blockchain exactement ? Quand je dis que je suis béotienne... Romain, il est à côté de toi ? Ouais, je suis là. Parce que moi, avec la connexion, là, je sais pas si je m'entends bien avec les différents échos, machin. Roman, si ça sera beaucoup plus simple pour toi de lui expliquer ce que c'est la blockchain. Et si tu connais la DAO, Alors, de lui expliquer succinctement ce que c'est la DAO. DAO, non. Je sais pas, je connais pas l'acronyme. Decentralized, Autonomous, je sais plus quoi, organisation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système qui permet de faire un vrai partage d'informations et de données. Avec la blockchain fonctionne sur un système de DAO et on peut comment dire, avec la DAO on peut je sais pas comment expliquer ça moi. C'est comme si chaque ordinateur avait une petite partie d'un tout et que chacun pouvait accéder à tout, mais en ne gérant qu'une petite partie. Mais avec la garantie qu'on a vraiment accès à toutes les données de tout le monde. Alors, en tout cas, la blockchain, alors dans les versions les plus courantes, c'est chaque ordinateur a toutes les données, enfin un exemplaire de toutes les données chez lui sur son truc, et sous forme de blocs qui sont liés les uns aux autres. Et pour construire le bloc suivant, il y a une compétition qui a lieu soit sur un algorithme ou quelque chose, et l'ordinateur qui est désigné va créer le bloc suivant
et tous les ordinateurs seront d'accord que c'est lui qui va le créer. Et ensuite, il va le donner à tous les autres pour que tous les autres le mettent à leur ensemble de blocs. Comme ça, le bloc qui est le même chez tous les ordinateurs grossit petit à petit et tous ont le même. Tous sont d'accord que c'est ce bloc-là qui est la vraie chaîne de blocs. En C'est ça, fait, la c'est un blockchain. tout petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où les ordinateurs n'ont pas tous toute la chaîne, parce que ça serait énorme. Ils ont l'index, et n'importe qui peut, à volonté, vérifier toute la chaîne. Mais les ordi n'ont pas toute la chaîne, hein. Ils ont que l'index. Et comment on vérifie alors? Comment on Ben, vérifie? tu fais la demande, et puis tu télécharges tout, quoi. C'est un truc énorme, ça prend du mais temps. qui possède du coup une version? Bah, c'est celui qui possède, Personne. il peut la corrompre. Personne. Comment ça? Ben, c'est réparti partout. Réparti partout? C'est-à-dire, il faut Ouais, demander à c'est un plusieurs index. personnes pour avoir un... Oui, mais Bah mais oui, qui a les vraies c'est données? comme un annuaire. Toi, tu vas avoir l'annuaire de la blockchain. Ouais. Et si tu veux savoir si Monsieur Duchemol a bien 30 bitcoins, eh ben tu vas interroger la blockchain. Et dans ces cas-là, il va y avoir une recherche sur un petit peu toutes les machines qui ont un bout de blockchain et qui vont reconstituer la chaîne. J'essaie de simplifier au maximum. Ok. Mais c'est faux Bon, de dire que peut-être qu'il y a- toute il y a- la chaîne est dans chaque ordinateur. D'accord. Bah, après, peut-être qu'il y a plusieurs manières de le faire et peut-être que récemment ils ont fait cette deuxième manière de faire pour ne pas obliger chacun à avoir toute la chaîne. Parce que du coup, Bah, ça oblige à avoir C'est une sécurité, au moins... Roman. C'est vraiment une sécurité. Si si t'as toute la chaîne, si toi sur ton ordi t'as vraiment tout, tu peux la falsifier. Bah oui. Alors que si mais elle est non, répartie que toi, partout, tu peux tu la peux pas la falsifier. falsifier. Non. Alors tu peux la falsifier, mais par contre, la version fausse que tu as sur ton ordinateur, personne ne va l'accepter. Parce que vu que chacun a un exemplaire de la chaîne, chacun sait que c'est cette chaîne-là, et grâce à des opérations de cryptographie, on peut vérifier quelle est la vraie bonne chaîne à chaque fois. On peut à chaque fois, d'un bloc à l'autre, remonter. Donc on est sûr que si toi tu modifies la chaîne entière que tu as chez toi, et que tu dis ouais voilà c'est ça la vraie chaîne, il suffit de réappliquer les opérations de cryptographie dessus de bloc en bloc pour bien voir que c'est pas la vraie chaîne, et que ta chaîne à toi elle est fausse. Ouais, mais bon, mais on après, s'écarte un petit peu peut-être du qu'il y a- sujet. Mais Oui, on s'écarte du sujet. bon. Mais effectivement, très probablement, étant donné que la taille des blockchains, notamment avec Bitcoin, mais pas seulement, de manière générale, il y a des gens qui ont dû développer des formes de comment dire pour avoir des petits blocs un petit peu chez chacun. Et ça, je sais pas comment ça fonctionne. Et DAO, du coup, c'est de manière plus générale, c'est ça? Plus générale que le Bitcoin? Ouais, c'est deux choses que la différentes. La blockchain, on va dire, c'est des rouages, et la DAO, c'est le principe. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux faire une décentralisée autonomous organisation, une organisation autonome décentralisée, tu peux utiliser différents outils, dont la blockchain. C'était pas ce qui était fait avec les smart contracts et la blockchain Ethereum qui permettait Si, bien sûr. Ah voilà, d'accord. Donc il y a une blockchain particulière qui s'appelle Ethereum, Oui. qui a grossi et sur laquelle on peut carrément exécuter des programmes en fait. Des programmes qui seront exécutés de manière comment? On peut exécuter quoi? Des programmes. Qui seront non? J'en sais rien. Il me semble que c'est ça. Ethereum, Il me semble que les smart c'est une contracts, monnaie c'est des alternative programmes. comme les bitcoins. Ah non, c'est pas du tout une monnaie alternative. C'est un truc qui utilise la blockchain pour une toute autre utilisation. Et déjà il y avait eu d'autres blockchains. Ethereum, ouais. Mais il y avait d'autres blockchains déjà qui permettaient déjà d'autres utilisations, des systèmes de nom de domaine décentralisés, des choses comme ça, enfin d'autres petites utilisations. Et puis il y a celui-là qui a dit carrément, on va rendre un truc générique. On va dire maintenant vous pouvez exécuter du code de manière décentralisée un petit peu chez tous les gens. Et du coup ils ont appelé ça smart contracts. C'est des contrats qu'on exécute, et contrats dont la logique est
est choisi par nous à travers un algorithme, un code qu'on propose. Et du coup, oui, il faut effectivement acheter des tokens. Oui, Il faut d'accord. acheter des tokens pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire comment dire, faire tourner notre programme et utiliser nos smart contracts avec plein de gens. Et je sais plus ce que je disais. Oui, c'est et vrai, voilà, t'as raison, l'Ethereum, c'est plus tourné vers les contrats intelligents. Voilà, et du coup, DAO, c'est en utilisant ce genre de choses-là, on peut créer des organisations, des organisations décentralisées, y compris par exemple une entreprise décentralisée. On peut avoir une entreprise où nous sommes tous les actionnaires, mais dont les règles ont été écrites dans le smart contract et deviennent inchangeables une fois qu'elles ont été écrites. C'est-à-dire que personne ne peut corrompre le truc. Il est décentralisé, c'est écrit comme ça, et maintenant ça sera toujours comme ça. Si à un moment donné la condition est validée, et ben voilà, je récupère je sais pas moi, l'action, et c'est garanti par la décentralisation du système. C'est un truc, une organisation décentralisée. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris en tout cas. Et moi, je vois là-dedans un gros danger, parce que du coup, on va avoir des trucs avec des règles figées, dont on pourra plus avoir le contrôle en fait. Une fois que les règles sont comme ça, elles sont comme ça. Par exemple, je sais pas moi, on aura le truc, je sais pas, vous perdez votre maison, vous êtes dehors, bam, vous êtes dehors. C'est de manière totalement automatique et de manière décentralisée. Il y aura pas de mais on est quand même gentil avec vous, etc. Je sais pas quoi, on vous déloge pas, machin. Ça sera. Enfin, ça c'est un exemple, mais il me semble que c'est. Enfin, moi, ça me fait peur. Voilà. Ça m'inspire de la peur. Mais là, on est parti dans un autre sujet. Moi, je disais ça, c'était surtout pour répondre à la question. Comment faire pour partager des informations, des données et tout un tas de choses. La DAO, c'est ce qui est le plus efficace aujourd'hui avec les blockchains. C'est vrai, c'est un des moyens qui est vraiment bien et qui échappe au contrôle du gouvernement et au contrôle centralisé des grandes entreprises. Et des banques et de tout ce qu'on veut. Même les notaires, ils ont plus besoin d'exister. À partir du moment où on utilise la DAO et les blockchains, il n'y a plus besoin de notaires. On peut même voter grâce à des blockchains. Et ça garantit beaucoup de choses. Tout ce qui est un peu entre guillemets administratif, comme par exemple le notaire, sera inscrit dans un truc informatique qui deviendra immuable, et la règle s'appliquera quoi qu'il arrive, parce qu'on peut pas lutter contre la décentralisation de la blockchain. Alors qu'on peut lutter contre un notaire, on peut le menacer, etc. Là, on peut pas. C'est ça. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça fait un peu peur quand même. Bon, là aussi, j'aurais une question naïve. Dans les, je sais pas, j'aurais là aussi une question. Il y a un problème, Roman? Non. Je pense par analogie. Donc, l'économie, on a inventé des produits financiers par la titrisation qui ont permis de faire des choses qui en principe étaient censées diluer le risque à l'infini de sorte à le rendre nul. Le risque était le risque que des gens ayant emprunté de l'argent pour se payer une maison ne puissent pas le rembourser. On a mis ensemble des tas de crédits particuliers, prime ou subprime, c'est-à-dire dont on estimait qu'ils étaient faciles à rembourser ou dont on estimait qu'ils étaient douteux, les subprimes. Et le calcul économique derrière, dans les hautes sphères, était que ça aboutissait à une dilution du risque tel que le risque petit à petit disparaissait. Plus on arrivait à socialiser ces produits financiers, plus le risque il disparaissait. Et d'après l'analyse de différentes personnes, dont Paul Jorion, c'est malheureusement pas ça qui s'est produit, c'est-à-dire que ce qui a été engendré par là, c'est un truc systémique où le jour où les choses ont mal tourné, c'est l'ensemble qui s'est écroulé. Ma question, alors ça c'est ce que j'en ai compris. Ma question naïve, peut-être impossible à répondre parce que tout simplement très mal posée, je m'excuse d'avance si c'est le cas. Avec ces créations informatiques, logicielles,
intuition, pour le peu que j'arrive à en comprendre, que il y a un phénomène qui a un petit peu la même forme. Il y a une dilution de quelque chose, et c'est une dilution dont on juge au départ qu'elle est bénéfique. Mais est-ce qu'il n'y a pas le doute qui circule, peut-être un peu comme le disait Roman dans les dernières choses qu'il a dites, que ça puisse s'avérer un jour être très très mauvais? En question peut-être. Ah si, mais bien sûr. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des possibilités. On n'est pas devin, mais évidemment, ça existe. C'est possible. D'accord. Moi, je dirais, ça dépend à quoi on l'applique en fait. Si on l'applique au commerce et aux libres contrats entre guillemets, c'est-à-dire aux libres contrats commerciaux, donc y compris aux libres contrats financiers, aux produits financiers, c'est-à-dire que à partir du moment où deux personnes sont librement consentantes pour faire un, je sais pas quoi, un produit financier ou un jeu financier ou je sais pas quoi, un truc complexe, et ben bam, on le fait, on l'écrit dans la blockchain et c'est parti. Et ben ça va créer une catastrophe à mon avis. Ça va être le système financier, mais de manière comment dire formalisée et personne ne peut le corrompre quoi. Un truc officiel, incorruptible, mais par contre un truc totalement immoral. C'est-à-dire que les gens vont jouer au casino en permanence entre eux avec des produits super compliqués inscrits dans la blockchain et ça va être une catastrophe parce que ça va détruire le monde entier. Comme c'est en train d'être le cas, sauf que actuellement c'est pas décentralisé. Donc à mon avis, il faut tout simplement ne pas appliquer ça à des trucs financiers complètement absurdes et à des contrats entre personnes consentantes qui veulent s'en mettre plein les poches. Il faut plutôt l'appliquer à des trucs sains, à des, je sais pas moi, à la démocratie, au système de vote, à des trucs comme ça, au fait de réfléchir ensemble et de prendre des décisions une fois qu'on a réfléchi, des choses comme ça. Bien sûr, mais tout ça, c'est des bonnes questions, à mon avis, puis c'est des bonnes réflexions. Je pense que ceux qui travaillent dessus tous les jours depuis des années sont confrontés à ça. Et j'en pense qu'ils en sont très conscients de tout ça, parce que c'est effectivement très judicieux. Bon, après, on va trouver des moyens. Je donne un exemple à la con. Imaginons qu'il y ait une blockchain qui existe, une grosse blockchain avec des milliers de gens qui détiennent, je sais pas moi, des bitcoins ou autre chose dans cette blockchain. On dit que si une personne s'arrange pour avoir plus de 50% de tout, c'est-à-dire s'il a 51% du tout, il pourra faire ce qu'il veut de la blockchain, la trafiquer comme il veut et personne ne va s'en rendre compte. Donc il faut déjà arranger pour que personne n'ait plus de 50% de toutes les valeurs de la blockchain. Oui, effectivement. Mais, Florence. C'est juste que moi je nage là, mais tout à l'heure vous disiez quand même, si j'ai bon souvenir, que c'était pas possible qu'il y en ait un qui possède tout. Et maintenant vous dites que non, j'avais mal compris. Ah alors. oui, t'as mal compris. C'est bien possible que quelqu'un possède tout. Oui, c'est tout à fait possible. Bon bah ok. Attention. Je sais pas, je crois que vous parlez de choses différentes, c'est-à-dire là on est en train de parler de Bitcoin et là Eric est en train de dire que c'est tout à fait possible que quelqu'un possède tout. Alors que tout à l'heure, je crois que vous parliez les unes et les autres de distribution de chaînes blockchain, ce qui, je crois, n'est pas la même chose, non? C'était quoi le terme? C'était la chaîne. C'est à ce niveau-là que